Bienvenue, Dame Bardès. Merci. Bon, maintenant, trouver l'auberge la plus proche. Ah tiens, en voilà une. La taverne de la Chèvre Naine. Ça m'a l'air prometteur. Bonsoir, chante dame. Qu'est-ce que je vous sers? Bonsoir, tavernier. Un lait de chèvre, vite. Ce soir, je chante mes périples venus des terres de l'imaginaire. Je me suis aventurée dans le bois de l'Orme-Vert. Vous savez, celui duquel personne n'est jamais revenu. Sauf moi. Les héritiers du tyran ont disparu, et ce dernier a eu vent de ma précédente escapade. Je suis Véris, et j'ai 40 ans. Cela remonte à loin maintenant. Mais je n'ai pas le choix. Je me munis de mes provisions et de mes symboles, et si j'échoue à les ramener, ma famille et le village tout entier seront décimés. Je me rappelle des règles. Ne pas couper de bois vivant. Ne pas faire couler le sang d'un animal, accepter un échange si nécessaire, ne jamais négocier et surtout ne jamais accepter de cadeaux. Il me faudra du courage, mais cela ne suffira pas. Si nous ne revenons pas d'ici 24 heures, nous serons piégés dans l'Orme-Vert, à jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuvre d'une autrice que j'ai découverte cette année. Et franchement, quelle autrice! Pour vous dire, son site officiel la présente comme Writer and Eldritch Monster, qu'on pourrait traduire par écrivaine et monstre occulte. Ça vous donne le ton. En fait, elle est romancière, novelliste et scientifique. C'est une Canadienne. Elle est spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Attention, roulement de tambour, je lève le suspense. Il s'agit de l'incroyable Praimi Mohamed. Ses œuvres ont déjà été récompensées à de nombreuses reprises et la novella dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Comme l'exigeait la forêt, a d'ailleurs reçu cette année le prix Nebula, qui est totalement mérité, et laissez-moi vous dire pourquoi. Mais d'abord, 2-3 infos bonus. Praimi est d'origine indo-caribéenne, et elle est née dans les années 80 au Canada. Elle est diplômée en biologie, notamment en génétique moléculaire, et en conservation de l'environnement. Ça l'influence dans son écriture, et on peut le voir notamment dans la trilogie La migration annuelle des nuages, qui est une série post-apocalyptique dont j'attends avec impatience le 3e tome. Petit clin d'œil à Corée, ma podcasteuse préférée, à qui je vole des livres entre guillemets, mais avec son autorisation, je vous rassure. Donc cette novella, qui est publiée chez La Talente, c'est d'ailleurs la maison d'édition qui accueille tous les ouvrages de l'autrice qui sont publiés en langue française, et mention spéciale pour l'illustratrice Véronica Park, qui fait un travail incroyable sur la couverture, mais aussi à la traductrice, parce qu'on n'en parle pas assez, Marie Surgé, qui a su retranscrire avec talent la plume de Praimi. Donc cette novella, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous le dis, c'est encore un bouquin que j'ai dévoré en une matinée, et c'est pas juste parce qu'il fait 140 pages. En ce moment, je suis attachée au texte court, parce que j'ai traversé plusieurs phases de panne de lecture, et on peut dire que les novellas sauvent ma carrière, que dis-je, ma vie de lectrice. D'abord, j'ai adoré la plume, qui est fluide et poétique. C'est écrit à la première personne, et on a en italique les variations de la pensée de la protagoniste. C'est déjà ce qui m'avait plu dans La migration annuelle des nuages. Il y a un peu de ça aussi, d'ailleurs, chez Robert Jackson Bennett, qui est un de mes auteurs favoris, et qui a écrit la saga Les Maîtres Enlumineurs, entre autres. Ensuite, le format du texte, qui est un mélange entre un conte et un roman de dark fantasy. C'est un mélange assez intéressant. L'ambiance, qui est à la fois organique, poisseuse et floue. En fait, la forêt m'a fait l'effet d'avoir avalé un champignon psychotrope, et je pense que c'était le but. C'est super difficile de distinguer le réel du vrai dans cette forêt, qui est à l'aspect à la fois merveilleuse et monstrueuse. En fait, il y avait un côté roman horrifique quelque part, et c'est difficile d'imaginer la description qu'on nous fait des mirages et des créatures rencontrées.
Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont cette forêt devient presque un personnage à part entière. Elle respire, elle piège, elle ensorcelle, on sait jamais si elle protège ou si elle dévore, et c'est une ambiguïté qui m'a tenue en haleine jusqu'au bout. Un autre point, c'est les personnages. Excusez-moi, mais on peut dire que l'héroïne en a. Franchement, retourner dans cette forêt après tout ce qu'elle a vécu et pour tout ce qu'elle va y vivre encore, voilà. J'ai aimé qu'elle ait 40 ans d'ailleurs, ça nous change et ça amène une certaine maturité dans le point de vue et dans la conception de cet univers. Par rapport au personnage du tyran, j'ai bien aimé l'aspect relation familiale et le fait de devoir assumer les conséquences de ses actes, c'était hyper intéressant. Et puis, les créatures sont terrifiantes et crédibles. En lisant, j'avais confiance en personne à part Varys, et ça montre à quel point on peut s'identifier au personnage principal dans ce texte. La narration est très bien faite, et je n'ai rien deviné avant la conclusion finale. C'est peut-être parce que j'étais pas assez attentive, mais j'ai plus été prise par le déroulement des événements. Il y avait beaucoup d'actions, de pauses, et que c'était toujours sous tension, assez rapide puisque, je le rappelle, c'est un texte assez court. En tout cas, j'ai été complètement retournée par les révélations de la deuxième partie du livre, et j'ai aimé aussi que l'univers soit développé dans la forêt, et pas au niveau général, parce que à côté, le village conquis par le tyran semblait vraiment petit, c'était intéressant aussi. Et je termine mon avis, comme je le ferai toujours à l'avenir, en vous lisant un passage qui m'a marqué de cet ouvrage. Oh, sur cette clairière pesait un enchantement qui épargnait le reste de la forêt, à l'évidence. Des bois émanaient hostilité et malveillance. Ici, c'était maléfique. Des choses qu'elle pensait mortes depuis longtemps, reléguées dans le passé, revenaient à la vie. Comme les gardiens morts-vivants, ça irradiait une cruauté terrible et délibérée. Elle la voyait presque, une magie non de mots et de sortilèges, mais de poison, une brume légère qui montait des fleurs presque invisibles dans l'herbe, des petits champignons blancs qui pointaient dans la terre noire. Ce qu'ils exhalaient, c'était l'inattention, donc le désastre. Pour celles qui me connaissent, vous savez peut-être que je suis encore étudiante et que je travaille sur un mémoire sur l'imaginaire. Et ça m'influence beaucoup dans mes lectures. Aussi, je vous propose une deuxième partie à ce podcast avec des petites pistes de réflexion qui me sont venues à la lecture. Évidemment, si vous souhaitez pas que l'histoire vous soit divulgachée, bien que j'en parle que brièvement, je vous laisse et je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier épisode des Aventures d'une Bardesse et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Oh, les rôtis, les saucisses, où sont les fèves, les pâtés de cerf qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Voilà pour les courageuses qui sont arrivées jusqu'ici. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une analyse complète de l'ouvrage, juste des idées qui me sont venues parce que j'ai lu tel ou tel bouquin, ou bien parce que j'ai participé à un colloque, etc. Et si vous souhaitez par la suite en discuter avec moi, ajouter votre grain de sel, vous pouvez le faire via le répondeur Vodio ou via mon Instagram, ou par mail, tout sera en barre d'infos dans tous les cas. Et je serai ravie de vous écouter et de vous répondre, même dans un prochain épisode. Voilà. Allez, c'est parti. Notre histoire adopte la structure narrative traditionnelle du conte. On y retrouve aussi des protagonistes qui sont à la fois humains, animaux et surnaturels, et la forêt, comme dans beaucoup de contes, joue un rôle central, tout comme la figure de la princesse, qui est ici incarnée par les enfants héritiers du tyran, et celle du héros, qui se distingue par son originalité, une femme quadragénaire, dépourvue de son cheval blanc et de son épée. Et comme la transmission d'une morale à la fin, l'autrice cherche ici à transmettre des valeurs et une idéologie perceptible dans la manière dont elle transforme les profils associés aux figures classiques du conte. Si on peut affirmer qu'il s'agit bien d'un conte, alors c'est un conte terrifiant. Il rappelle les récits originels avec toute leur violence. Moi je pense à Peau d'âne, où, je vous rappelle, le père souhaite épouser sa propre fille, parce qu'il a promis à sa femme sur son lit de mort qu'il ne se remarierait qu'avec une femme plus belle qu'elle, et donc comme par hasard c'est sa fille.
Ou encore à la brutalité de l'ouverture du ventre du loup au couteau pour libérer les chevreaux qu'il avait avalés, je le rappelle, vivants. Bref, c'est choquant, macabre, on est loin des réécritures édulcorées de Disney, et c'est tout à fait ce qu'on retrouve ici dans ce texte. Il y a 2 points qui ont retenu mon attention de femme de lettres. Et d'abord, on a l'ambivalence du texte qu'on peut éclairer à travers le schéma actentiel de Greimas. Comment? J'ai pas compris. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Alors ne fuyez pas, c'est quelque chose de classique que vous avez sûrement vu en français en 3e. Ce dernier est composé de 6 actants. Donc le schéma grossier serait celui-ci par rapport à comme l'exigeait la forêt. Donc le sujet du texte, c'est Véris. L'objet, c'est de retrouver les enfants de la forêt. L'opposant, c'est la forêt. L'adjuvant, on a une créature lapin qui aide Véris à atteindre le chalet notamment. Le destinateur qui est le tyran et les destinataires qui sont les enfants. Et entre deux, on a la quête avec les péripéties, etc. Et ce qui est intéressant avec ce schéma, c'est qu'un même personnage ou un même élément peut tenir plusieurs rôles. Et donc sous un tout autre angle, on peut alors dire que l'objet, c'est sauver le village, parce que l'opposant, le tyran, va le réduire en cendres si la quête n'est pas réussie. Et ça paraît un peu évident dit comme ça, mais je trouvais ça intéressant dans le sens où l'autrice amène une ambiguïté dans sa plume pour questionner notamment la figure du monstre et du monstrueux. Mais personne dit ça. Jamais de la vie. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non. La forêt, qui accueille des créatures, semble se nourrir de la monstruosité humaine. Je pense notamment à la scène du monstre renard, qui exige de Véris son pire souvenir après avoir fini ex aequo avec elle à son jeu de dés. On le voit se délecter de ce souvenir, lequel se matérialise dans les brumes au moment même où Véris le raconte, et ce souvenir qui est par ailleurs particulièrement horrible. La forêt apparaît donc comme un espace d'épreuve, questionnant la capacité de l'homme à affronter sa propre monstruosité pour espérer atteindre la sortie. La forêt constitue en elle-même un lieu fascinant, et ce sera mon 2e point, même si j'arrête pas d'en parler. C'est un espace du mystère qui est propice à l'accueil du merveilleux. Elle est aussi le lieu du lumineux, c'est-à-dire un phénomène mystérieux qui suscite un sentiment de relation au divin. C'est un concept développé par Rudolf Otto dans son ouvrage Le Sacré, paru en 1917. Dans les textes médiévaux, la forêt est indissociable de l'aventure et de son ambivalence. Elle incarne à la fois le danger, parfois mortel, et le théâtre de prouesses indispensables. Elle est le domaine du surnaturel et du spirituel. Dans l'imaginaire collectif, la forêt se présente également comme un refuge, un espace d'intimité et de substance qu'on lie à la terre-mère, voyez. C'est Jules Berdurand, dans son étude des structures mystiques, qui l'a décrit comme un lieu de vie à l'abri. Un refuge certes, mais on le voit pas exempt de menaces. Le texte de Praimi exploite pleinement cette dualité, notamment dans la scène de la cabane au cœur des bois. C'est un moment qui m'évoque d'ailleurs la scène de la vieille forêt dans la Fraternité de l'Anneau de Tolkien. Sauf qu'ici, pour atteindre la cabane, on n'a pas affaire au vieil homme saule. Il faut traverser un champ de créatures monstrueuses. Et une fois dans le chalet, on n'est pas vraiment accueilli par la gaieté de Tom Bombadil. Véris a à peine quelques minutes pour reprendre son souffle. Parce que la tension est constante, chaque geste, chaque parole peut mettre fin à la quête. Et loin de la rêverie telle que l'entend Gaston Bachelard, où l'âme se repose dans une tranquillité sans tension, nous sommes ici dans un cauchemar éveillé où l'âme demeure active et complètement sous pression. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est pas l'idée d'une forêt comme un cocon maternel protecteur, mais bien un reflet de la sauvagerie caricaturée de l'homme, puisque plusieurs monstres sont décrits comme anthropomorphes et à la fois très animales. Et pourtant, dans cette forêt, Véris rencontre des enfants qui paraissent heureux. Coincés dans une enfance éternelle, nourris et logés, mais privés de prénom et d'identité, ils errent tels des corps sans âme. Un questionnement ressurgit. Faut-il préférer laisser ces enfants en sécurité loin de la guerre humaine ou les confronter à leur propre rage et à leur joie de vivre? La question en fait se pose pas vraiment parce que même dans la forêt, une hiérarchie s'impose et qui l'ignore se fait dévorer
comme les autres. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire, mais je vous laisse le loisir d'y réfléchir et de m'en faire part si vous le souhaitez. Je répète, via le répondeur Vodio, Instagram, lien dans la description, tout ça. C'était le premier épisode de mon podcast Les Aventures d'une Bardesse. C'est un projet qui me tient à cœur car je pense avoir enfin trouvé le format qui me convient pour vous créer du contenu. Et qu'est-ce qui arrivera ensuite dans mes aventures ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis souvent sujette à des pannes de lecture et je travaille en mémoire en même temps et j'ai bientôt travaillé dans une librairie, donc j'aurai pas toujours l'occasion de faire une chronique aussi longue. Puis on fait aussi en fonction de l'envie, puisqu'on s'éclate à le faire, c'est le principal. Il se peut aussi que je vous partage simplement mes lectures de la semaine en mode recours rapide. Et eux aussi, je suis une grande fan de cinéma et de séries, parce que oui, j'explore l'imaginaire sous toutes ses formes, alors vous aurez des aventures dans le royaume du 7e art. Merci d'avoir écouté Les Aventures d'une Bardesse. L'imaginaire ne s'arrête jamais, alors je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires. À bientôt pour la prochaine aventure!